Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Dans ce nouvel épisode, je vous embarque dans une capsule que j'ai imaginée pour mettre la lumière sur ces personnes de l'ombre qui, eux aussi, accueillent, accompagnent, soutiennent, écoutent, défendent. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous livre aujourd'hui cet épisode avec mon amie Alexia. Auxiliaire de puériculture à la maternité d'un hôpital, elle rencontre des humains au quotidien qui font le grand saut dans la parentalité. Elle vous raconte son métier, son quotidien et nous dévoile sa part d'humanité dont tout être humain devrait être doté. Belle écoute à vous. Bonjour Alexia. Bonjour Camille. Merci d'être venue à moi pour enregistrer ton épisode. Je vais te demander de te présenter, nous dire ton prénom, ton âge et ce que tu fais dans la vie. Eh bien, je m'appelle Alexia, j'ai presque 35 ans dans quelques jours, et je suis auxiliaire de puériculture. Ok. Alors pour la petite histoire, pour les personnes qui nous écoutent, c'est Alexia en fait qui a eu l'idée, qui s'est proposée en tout cas quand j'ai dit qui veut participer, qui veut enregistrer son épisode, tu m'as dit bah moi. J'ai dit chaud. Chaud. Et je connaissais ton métier et je me suis dit bah pourquoi pas en fait vous proposer une capsule de quelques épisodes, je sais pas encore combien, mais qui aurait pour thème eux aussi accompagnent. Et voilà un petit peu pourquoi aujourd'hui on se voit et tu es en face de moi, face à ce micro. Donc je vais te demander de me raconter ton parcours professionnel. Alors mon parcours professionnel, je vais essayer de résumer parce que, c'est assez riche. Je suis pas auxiliaire de puériculture, de base. J'étais partie pour faire des études dans l'environnement, donc j'ai un bac+2, dans la gestion de l'environnement. Ok. Et quand même, ça part pas de nulle part, j'ai commencé à travailler avec les enfants à ce moment-là. Parce qu'en parallèle, j'ai passé le BAFA. Ok. Donc je faisais de l'animation nature en fait, dans les centres de loisirs, les colonies de vacances, enfin j'ai fait un peu tous les métiers qui se rapportaient à ça. Et puis bon, le temps passant, je me suis dit quand même, j'aime bien bosser avec les enfants, il y a quelque chose, vraiment que j'apprécie dans le contact avec eux, dans le contact avec les parents. Et à force d'avoir, testé énormément de métiers, parce que du coup j'ai aussi fait, nounou, j'ai fait ATSEM, j'ai fait, donc oui, animatrice en centre de loisirs, enfin ouais, j'avais un peu tout testé. Je me suis dit: «Bah tiens, je vais me spécialiser» et du coup je suis rentrée en école d'auxiliaire, j'avais déjà 24 ans. Ok. Donc plutôt sur le tard, mais Voilà, après un constat et des expériences qui t'amènent à te dire, ok, en fait, je redirige un petit peu voilà, ma carrière sur ça. exactement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les études? Et ben les études, alors je sais que ça a quand même évolué, du coup depuis, puisque ça va faire, 10 ans que je suis diplômée. Ça se fait sur une année qui se divise en période de cours et une, Ok. période de stage. Ok. L'année est très dense parce qu'en fait, il y a des stages à faire. En fait, le métier d'auxiliaire est très polyvalent parce qu'on peut exercer en crèche, on peut exercer en pédiatrie, urgence pédiatrique, maternité. On peut travailler aussi dans les maisons de l'enfance. Donc du coup, on essaye de faire un maximum de stages durant la période de formation pour voir le plus possible et savoir ce qu'on a envie de faire. Mais ça se fait en 1 an. Oh non, non. Ok. T'as fait tes stages où toi? Eh bien, j'avais fait un premier stage en pédiatrie. Ok. Le deuxième, j'en ai fait 2 d'affilée en crèche. J'en ai fait un à la maison de l'enfance à Huy. Ok.
Et ensuite j'ai fait en maternité et aux urgences pédiatriques. OK. Et lequel Voilà. alors? Qu'est-ce que tu ressors de ces stages? Et ben, j'étais ressortie quand même de ce stage en me disant que la maternité me plaisait bien. Ouais. Heu, mais, ce qui s'est passé après ça, c'est que la maison de l'enfance m'a demandé de venir faire un remplacement chez eux parce que le stage s'était extrêmement bien passé. Donc la maison de l'enfance, c'est, une maison d'accueil d'urgence, pour les placements C'est en ça. urgence des enfants, qui sont sous ordonnance de placement provisoire. Mmh, Et donc tu faisais ton stage là-bas ouais, et tu es revenue. c'est ça. En fait, je faisais mon stage là-bas, je suis revenue avec, du coup, suite à la proposition, de l'équipe et puis j'ai fait plusieurs mois, mon contrat s'est terminé et j'ai ensuite travaillé en microcrèche, ensuite en multi-accueil. En parallèle, j'avais continué à me former, j'avais fait des formations sur, l'accueil des émotions de l'enfant, sur, signer avec son bébé, et je travaillais avec des équipes qui étaient vraiment super, avec lesquelles je faisais des super projets pour accueillir les enfants en crèche. Et puis, j'avais aussi en parallèle, pendant une période de congé maternité, créé mon entreprise pour faire de OK. l'accompagnement à la parentalité. Oui. Après mon deuxième enfant, j'avais pas assez de choses à faire, C'est ça. j'avais besoin de rajouter des C'était défis. important de préciser après le deuxième, parce que si le premier n'était pas assez, prenait pas assez de temps, après le deuxième, c'est vrai qu'on a plus de de temps. Tout à fait, en plus à 17 mois d'écart, c'était tellement Voilà. facile. Tu aimes le challenge. C'est ça. Et puis, ce qui est venu un petit peu, chambouler tout ça, c'est, le covid. Ouais. Puisqu'au moment du confinement, j'ai l'entreprise qui commençait à prendre beaucoup de place. Je faisais des interventions en crèche, des conférences, des ateliers collectifs sur, l'enfant, comment accompagner l'enfant. Donc ça a mis, vraiment à mal l'entreprise. Côté perso, il y a eu une séparation avec le papa de mes enfants et du coup, je me suis dit: «Non, là, il faut que je trouve quand même un job qui me plaît». Qui en plus me permettent une sécurité financière parce que, faut que je me débrouille avec mes enfants et j'ai postulé à la maternité du CHU. J'avais postulé une fois par an les années d'avant, mais j'avais jamais eu de réponse et là, il y a eu un alignement des Les planètes et ils planètes m'ont dit: s'alignent. Écoutez, dans un mois, on a une place». Aïe, aïe, aïe. Voilà, OK, donc ça fait 5 ans maintenant que je suis à la maternité. OK. Et alors? Comment ça se passe est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Parce que je sais que, tu as vu et éprouvé, beaucoup de services Mmh. de la maternité. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu as pu voir, ce que, tu as pu traverser comme service, les personnes que tu as rencontrées, que ce soit les patients, les patientes et tes collègues? Enfin voilà, nous faire un petit état des lieux, de tout ce que tu as vu sur ces 5 ans. Eh bien, là aussi, c'est très dense puisque, quand je suis arrivée, mon contrat stipulait que je m'engageais à faire des jours et des nuits et à tourner sur les différents services. OK. Donc ça, je savais que j'allais, du coup, travailler dans différents services. Du coup, jusqu'à maintenant, j'ai fait, les suites de naissance. J'ai commencé par là. OK. Donc, toute la période après la naissance où, les mamans et les bébés sont, auprès de nous et où là, l'allaitement se met en route, on surveille les bébés et cetera. Ensuite, il y a eu, le bloc d'accouchement. OK. Ensuite, j'ai fait les grossesses, pathologiques. Donc là, c'est le service où les mamans sont hospitalisées pendant la grossesse, pour, de multiples raisons. Et puis, voilà, c'est les 3 services que j'ai fait actuellement, OK. où Et on tu a as des fait ça maisons. plusieurs fois, du Voilà, coup? Tu as c'est ça. déjà tourné plusieurs Voilà, fois? c'est ça. Je tourne régulièrement, en fait, à peu près tous les 6 mois OK. et on a des missions très différentes selon le service où on est. Ensuite de naissance, le rôle de l'auxiliaire, il est vraiment, central, en binôme avec la sage-femme. Hem, la sage-femme va vraiment s'occuper, du côté maman, plus. L'auxiliaire, c'est vraiment ce qui concerne le bébé, mais on travaille vraiment ensemble. Enfin, on forme vraiment un binôme pour accompagner les patientes parce que, c'est un tout. C'est pas juste on s'occupe du bébé et la sage-femme de la maman, c'est voilà, C'est une prise en charge à 2 c'est et ça, globale sur, maman et bébé c'est ça. et ou le coparent? Voilà, c'est ça. OK. Mais si on veut une prise en charge, globale, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. C'est indissociable. OK.
Donc notre rôle, ensuite de naissance, c'est, ben, d'accompagner les parents dans leurs premiers pas de parents. C'est vraiment du soutien à la parentalité, hem, où on va, donner les informations aux parents sur, bah, qu'est-ce qu'un nouveau-né? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Comment on prend soin d'un nouveau-né? Comment on répond à ses besoins? La mise en route de l'allaitement, heu, enfin, ouais, voilà, tous ces sujets-là, quoi. Qu'est-ce que c'est un bébé? Mmh. Comment on s'en occupe? Tu les parents à être parents, Voilà, c'est ça, c'est ça. exactement. Est-ce que, tu as déjà eu affaire à des, situations, si je ramène un peu de travail social, Mmh, dans ton métier qui du coup, est plutôt autour du médical, paramédical, mmh, mais voilà, est-ce que, parce que l'idée un petit peu de cette capsule, c'est de se dire que de toute façon, il y a des métiers qui accompagnent des personnes et que par petites touches, vous mmh. êtes aussi en lien avec le travail social, mais sous quelle forme? Est-ce que toi, tu as eu à faire, est-ce que ou assisté en tout cas, justement avec ces liens avec le travail social, à la maternité et ensuite de naissance? Et ben, oui, j'y assiste, très souvent puisqu'on a des patientes, qui viennent accoucher à la maternité, qui sont dans des situations précaires, qui vivent en foyer, qui pour certaines n'ont pas de papiers, qui viennent d'arriver en France après un long parcours migratoire. Donc on y est, oui, on y est confronté très, très souvent. Ouais, ouais. Comment toi tu deals un peu avec ça? Parce que, tu vois la naissance d'un enfant et il faut déjà projeter en fait une suite un peu pour Mmh, lui, j'imagine pour le protéger, mmh. pour protéger la maman, mais comment tu deals un peu avec ça au quotidien? Et ben, je dirais avec précaution parce que, c'est des patientes qui sont du coup très fragiles parce que, ben, voilà, elles sont pour la plupart portent assez enfin, je dirais quand même souvent des traumatismes. Hem, Nous, notre rôle, il est malheureusement pas de les réparer parce qu'on peut pas le faire, mais comme tu disais, c'est de faire aussi du lien et ça, c'est plus la partie sage-femme qui, elles, vont faire le lien avec la PMI, avec, le foyer, avec, on a maintenant un poste de sage-femme qui s'occupe du volet, médico-social, donc OK. qui aussi, elle, met en relation les différents interlocuteurs avec, par exemple, s'il y a besoin aussi de psychiatre, s'il y a besoin et franchement, son poste, il est super parce qu'on fait appel à elle quand même très souvent. OK. Hem, mais oui, c'est pas évident parce que aussi il y a souvent la barrière de la langue, Mmh. donc réussir à, envelopper la patiente, lui faire comprendre qu'elle est dans un lieu où elle est en sécurité, qu'on est là pour elle et son bébé, tout en sachant que, bah, une fois qu'elle a passé les portes de la maternité, qu'elle est sortie, ben, on sait que ça va être compliqué, qu'elle a peut-être pas toujours un toit sur la tête et cetera. C'est pas évident. Mmh. Tu m'étonnes. Ouais, c'est pas évident. Est-ce que tu as eu affaire à des situations, de violence sur le bébé dès son arrivée ou des situations de violence subies par la maman? Enfin, est-ce que tu as eu des contextes où tu t'es sentie un peu, «en danger» entre guillemets ou en tout cas pas à l'aise avec, la situation et où il y a un signalement qui peut partir ou Mmh. voilà, des choses comme ça? Et ben, ça arrive, hein, qu'il y ait des contextes, particuliers avec, souvent on est quand même informé en amont. OK. Heu, Ça peut arriver qu'on ait des mauvaises surprises, mais globalement, on est quand même informé en amont. Oui, il y a des synthèses anténatales qui C'est sont ça. faites. OK. Donc du coup, on est au courant, du voilà, s'il y a une maladie, s'il y a une maladie mentale, s'il y a eu, de la prison, par exemple, s'il y a des antécédents d'alcoolisme, de drogue, enfin tout ça, souvent on est quand même au courant avant l'arrivée de la patiente OK. ou du moins quand elle est là, on a un dossier. OK. Hem, on est en relation du coup, bah, avec la PMI, avec les personnes qui ont pu, accompagner la patiente. Heu et les situations où j'ai pu me sentir en danger, c'est arrivé avec, des conjoints où on était au courant qu'il y avait des contextes de violence conjugale où là, on bon, souvent ça se passe bien avec nous parce que c'est le rôle du manipulateur. Enfin, ils sont très mielleux avec nous, ils font beaucoup de manières, mais nous, voilà, déjà on n'est pas dupes, même sans savoir ce genre d'histoire, il y a des comportements quand même qui nous font tiquer. Hem, mais c'est vrai qu'il y a des voilà, il y a des contextes aussi comme ça à prendre en considération. Mais à la maternité, on a quand même un service de sécurité qu'on peut appeler en cas de OK. besoin, auquel on n'hésite pas à faire appel.
On a pour les contextes, d'incarcération, on a une chambre carcérale pour les OK. patientes qui viennent accoucher, dans le cadre, d'un séjour en prison, ouais. OK. Donc là, bah, du coup, policiers, tout ça, Ouais, voilà, il y a autre toute une contexte, procédure. Ouais, ouais. ouais, bien sûr. OK. Ouais. En temps nécessaire d'avoir, un lieu adapté, évidemment. C'est ça. OK, je savais pas. D'accord, donc là, c'était on a un petit peu évoqué la suite de naissance, Mmh. mais tu fais pas que ça, tu n'as pas fait que ça, en Non. tout cas. Lequel tu veux, Et ben, je peux faire dans l'ordre. Donc après, c'était le bloc d'accouchement que j'ai découvert, où là, le rôle de l'auxiliaire, il est aussi en binôme avec la sage-femme, d'accompagner, vraiment, les patientes, pendant la naissance de leur enfant, donc toute la période de travail plus la naissance. OK. En général, on garde les patientes, les 2-3 heures qui suivent. Et là, notre rôle, donc pendant le travail, c'est surtout la sage-femme quand même que les patientes voient. Nous, on prépare les papiers pour le bébé, on prépare tout ça en amont, le matériel qu'il va nous falloir. Moi, je sais que pendant la période de travail, j'aime bien quand même aller avec ma sage-femme, rencontrer, voilà, les parents, prendre le temps de discuter, savoir un peu qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils appréhendent, la naissance qui arrive. C'est toi qui reçois le stress? C'est un peu ça. Et c'est là que c'est très intéressant d'être à 2 parce que, quand on n'a pas toutes le même tempérament, ni la même façon de dire les choses, ni la même façon d'aborder les choses et du coup, moi je sais au premier, au premier, donc c'est les suites de naissance, on travaille avec les sages-femmes, mais on se croise de façon un peu plus décousue sur la journée parce qu'on fait pas le même travail en même temps. Donc elle va voir certaines patientes, moi je vais en voir d'autres et on fait des petits points dans la journée. Au bloc, on est tout le temps ensemble. OK, On est par binôme et on fonctionne toute la journée comme ça. OK. Du coup, on peut tout de suite à chaud échanger nos impressions. Bah, tiens, là, elle fait hyper fermée, j'ai l'impression que c'est du stress, faudrait qu'on essaye de discuter la prochaine fois qu'on y va. Donc ça, j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment d'avoir un suivi, je dirais, qualitatif. Mmh. Oui, c'est comme c'est un suivi un peu one shot, Mmh, alors qui peut durer plusieurs heures, tout à mais fait. mais quand même, voilà, ça reste sur un laps de temps, assez, court parce Mmh, qu'il y a un début, une fin à ouais. votre intervention. Donc oui, faire des points, échanger et Mmh. cetera, ça optimise un peu cette prise en charge, plutôt courte. Mmh, c'est ça. OK. Et puis, bah, après, on est présente à l'accouchement. Mmh. Pareil, en binôme avec la sage-femme et puis, bah, après une fois que bébé est là, pareil en fait, c'est le début de ce qui se passe en suite de naissance donc ben, voilà, faut être là pour, soutenir les parents dans cette rencontre avec leur bébé, être présente pour répondre aux questions, faire la première mise au sein ou prendre le premier biberon, voilà, il y a Tu sur tous ces sujets, hautement sensibles. tout à fait. C'est quoi la question la plus décalée que tu as pu avoir? Alors, j'en ai quand même pas mal. Hem, un truc qui nous fait rire, c'est que quand c'est un premier bébé pour un couple, quasiment systématiquement, c'est la panique au premier hoquet. Il a le hoquet, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est grave? Voilà, souvent c'est ça. Donc nous, on en rigole un peu entre nous parce que du coup, on dédramatise un peu. Vous inquiétez pas, c'est comme nous, ça va passer, Tout va voilà, bien. faut faire redescendre la pression. Hem Qu'est-ce que j'ai eu comme question? Mais c'est une excellente question parce qu'en fait, il y en a eu quand même pas mal, il y a aussi souvent la panique, aux premières selles, À la parce couleur, que mais ouais, ouais, c'est le normal. méconium qui donc ressemble à du goudron concrètement et là c'est, «Mais il a un problème, non, non, tout va bien, vous inquiétez pas, Ça ça va bien se va». Enfin, passer. en fait, c'est plein de petites choses qui créent vite Ouais, une ouais. inquiétude parce que, ben, en fait, ils découvrent absolument tout quand c'est le premier bébé, c'est le saut dans l'inconnu donc Ouais, ouais. faut Toi, quelle posture t'adoptes avec ces parents, justement, qui découvrent et qui ou pas, en fait, parce que même si c'est pas le premier ou ça peut oui, des être fois, faut recommencer. Oui, le oui, 2, 3, 4, 5e, bon, ben, oui. oui, on a l'expérience des autres, mais chaque bébé Mmh. est unique. Quelle posture t'adoptes un petit peu avec ces parents? Bah, du cocooning, quoi. Enfin, Mmh. franchement, c'est aussi ce qui me plaît dans mon travail, c'est qu'ils ont besoin d'être cocoonés, ils sont un peu tout perdus. Puis il faut quand même pas oublier que l'accouchement, c'est pas rien, quoi. Mmh. Et que ce soit un accouchement, voix basse, qui s'est passé sans péridurale, tout bien, avec péridurale, avec des instruments, une césarienne, peu importe, ça reste quand même une épreuve. Et
et ça reste même un tsunami, je dirais. Ouais, une petite déflagration quand Voilà. même. Et donc du coup, c'est une période, je trouve, quand même de fragilité, Mmh. pour les patientes, pour les couples, parce que, on cite souvent les patientes, mais le conjoint ou la conjointe peut être aussi assez marqué par ce qui a Mmh. pu se passer à la naissance ou pendant la grossesse. Donc enfin, pour moi, il y a besoin de cocooning, quoi, d'envelopper, de rassurer, de prendre le temps, heu, voilà, de donner les informations pour qu'après ils aient les clés et qu'ils puissent se débrouiller en toute autonomie. C'est ça le but. Mmh. C'est cocooner, mais pas prendre la place d'eux. Le but, c'est qu'ils soient autonomes et indépendants et qu'ils soient sereins pour rentrer à la maison, surtout. Oui, parce que les séjours peuvent être assez, courts. Ouais. On est sur quel délai, de séjour en post-naissance? Pour un accouchement, je dirais lambda, où tout se passe bien, où le bébé reprend du poids correctement et que l'alimentation est bien lancée, les patientes sortent au 3e jour après l'accouchement. Ça te paraît tôt, assez? Ben, Quel franchement, ça dépend. regard toi tu as sur ça? Ça dépend. Il y a des mamans qui sont épatantes et qui 48 heures après, réclament, leur sortie et ont envie de OK. rentrer à la maison. Il y en a d'autres où on sent que c'est fragile, qu'il y a besoin de plus de temps. Mmh. Et après il y a des séjours qui, malgré, l'envie des parents, se prolongent, pour des bébés qui font, des jaunisses par exemple ou qui ont énormément de mal à reprendre du poids, des montées de lait qui se font tardivement ou des bébés qui sont nés, préma parce qu'on a des petits préma en suite de naissance à partir de 35 semaines de grossesse, OK. donc ça veut dire 8 mois et demi. Ouais. Donc du coup, pareil, c'est des séjours qui sont plus longs, Donc là, tu sur ces séjours un peu plus longs, tu as l'opportunité d'installer quelque chose, mmh, voilà, de faire une vraie rencontre, qui va durer en c'est tout ça. cas. OK, et de pouvoir évaluer un peu comment les parents se sentent, Voilà, c'est ça. eux. On les OK. voit plus longtemps et là, il y a les infirmières aussi qui interviennent parce qu'on a ce qu'on appelle, l'unité kangourou, Mmh. qui est un petit peu, je dirais, le sas entre les chambres avec des bébés, pour qui tout va bien et qui a rien à faire de particulier et les bébés, qui sont en réa ou en néonat. L'unité kangourou, elle fait vraiment le sas. Ça peut être, un bébé justement qui a fait un séjour en réa parce qu'il y a eu un accouchement compliqué, qui est resté 24 heures là-bas, qui va bien, il va passer par l'unité kangourou en surveillance avant de retrouver sa maman en chambre, par exemple. OK, Voilà. OK. Donc on Donc là, tu travaille fais aussi un avec petit les peu le infirmières. lien, avec le bébé, la maman, Voilà. OK. Mmh. OK, OK. Sur le bloc de naissance, est-ce que tu voulais raconter d'autres choses? Oh je pourrais en raconter plein! Hem, Qu'est-ce qui me viendra en premier. Je dirais quand même que, après 5 ans à travailler en maternité, il est encore fréquent que j'ai ma petite larme au moment des accouchements. Parce que on peut pas expliquer, mais des fois, selon le parcours des patientes, leur histoire ou le Mmh. feeling, des fois avec des patientes, on sait pas pourquoi il se passe un truc, quoi. Et du coup, on est touchés. Du coup, au moment où il y a voilà, bébé qui arrive, voilà, les parents pleurent, on pleure avec, enfin bon. C'est vrai qu'on s'imagine pas, c'est quand même chargé un peu Ouais. en émotions, cette salle de naissance. Ouais, ouais, c'est Mmh. très chargé parce que, on a des situations d'urgence, qui peuvent être parfois très graves pour la maman ou pour le bébé. Donc là, pareil, on se prend un shoot d'adrénaline et il faut être hyper concentré. Chacun a son rôle pour que ça aille très vite. Hem, donc là aussi, c'est assez intéressant à observer parce que vraiment la communication est essentielle. Tout le monde se dit: «Tiens, moi je fais ça, moi j'appelle un tel, j'appelle les anesthésistes, j'appelle les pédiatres, plap, plap, plap» et hop, on passe à côté au bloc et ça se fait en quelques minutes. Enfin, c'est assez Ouais. impressionnant et je sais que c'est très, stressant pour les parents parce qu'ils voient débarquer plein de personnes qu'ils ont pas vues, qui arrivent dans la salle, qui disent: «Hop, on passe en césarienne» et l'idée c'est que quand on peut, il y en a toujours une de nous qui se détache pour rester à la tête de la maman, Mmh. ou avec le papa, ou la conjointe pour dire, «Voilà ce qui se passe, il faut qu'on aille vite. On sait que c'est stressant pour vous, mais là, c'est maintenant, faut y aller». Donc il y a aussi tout un travail de gestion de notre stress à nous, mais en plus du stress, du coup, des patientes, quoi. De tout bien leur expliquer. Hem, Et toi qui aimes être, enveloppante et offrir un espace mmh, cocooning, est-ce qu'à ce moment-là, dans le stress et dans l'urgence, tu y arrives? Enfin, en tout cas, comment ça peut se décliner, quand c'est hyper rapide? hem,
En fait, je pense que ça se joue justement au moment des répartitions des tâches. Parce que du coup, comme les sages-femmes vont prendre en charge tout ce qui est, les perfusions, tous les médicaments, Mmh. nous les auxiliaires, c'est vrai que tant que le bébé n'est pas là, heu, on va être une aide et un soutien. Mmh. Donc on va aider, la sage-femme à tout débrancher, pour qu'on passe à côté au bloc. Et on va pouvoir justement souvent avoir ce rôle de se détacher pour dire à la patiente, vous inq on est là. Mmh. On évite la phrase «Ne vous inquiétez pas» parce qu'on sait jamais comment ça va se passer, mais Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, votre bébé va être là voilà, dans 5 minutes et ça on évite. c'est non, ouais, effectivement, Ouais, c'est un peu les phrases rassurantes ouais, qui mais qui sortent spontanément. Enfin, ouais, je veux dire, moi ça m'est déjà échappé aussi, hein, je pense que ça échappe à beaucoup de monde, mais on essaye d'éviter de le dire parce qu'on sait jamais comment tu ça sais va se pas, terminer. ouais. Donc on peut pas dire: «Vous inquiétez pas, ça va aller». Non, on ne sait pas. Mmh mh. Donc l'idée, c'est vraiment de dire: «On fait tout ce qu'il faut, on est là Mmh. pour vous, tout le monde est là, tout le monde est au courant de comment ça va se passer, moi je fais ça», voilà. Et souvent, moi, je sais que dans ces moments-là, j'aime bien leur dire: «On a tout préparé pour votre bébé, je vous accompagne au bloc et je repasse de l'autre côté et j'attends votre bébé avec les médecins». OK. Souvent, je dis ça pour qu'elles Mmh. sachent que, bah, pareil, le bébé, il va pas se Mmh. retrouver comme ça et Tout qu'il y a du seul monde. et OK. Mmh. Donc toi, tu fais un peu le lien entre les 2, quoi. Ouais, c'est ça. «N'inquiétez pas, Mmh. je vais suivre votre bébé» et cetera. Ouais. OK. Donc ouais, non, c'est très intense les salles et puis même ça fait le yo-yo émotionnel parce que on peut avoir un très bel accouchement où on a été hyper ému parce que c'était un bébé très attendu, par exemple, après des longs parcours PMA, enfin voilà. Et puis, bah, 2 heures après, on accompagne une maman qui va accoucher d'un bébé mort-né. Enfin, nous sur 12 heures, on peut vraiment vivre, tout tout le panel d'émotions possibles, quoi. Tu m'étonnes. C'était une de mes questions, mais du coup, je vais te la poser maintenant. Comment on gère émotionnellement, de travailler, en maternité, d'accompagner tous ces parents à différents stades, Ouais. de vie de leur bébé ou de Mmh. pré-vie, enfin voilà, en tout cas de avant, pendant, Mmh. après. Comment émotionnellement, toi tu gères ça? Ah bah, la première chose qui me vient, c'est les collègues. OK. On en parle énormément entre nous. On refait le point sur les situations. On reparle, de ce qui s'est passé, de comment ça a été pour nous. On n'est jamais toute seule. OK. Franchement, on n'est jamais toute seule. Même dans les situations compliquées, c'est je pense que c'est vraiment le point positif du blog, c'est que, peu importe la relation que tu as avec, tes collègues, voilà, que vous soyez très proches ou moins, il y a toujours quelqu'un qui va dire: «Est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu veux que j'y aille? Est-ce que tu as besoin de relais? Est-ce que» toujours. Il y a une solidarité, Oui. tu dirais, ouais, Ouais, assez ouais. importante, Ouais. nécessaire dans ces couloirs, dans ces Ouais. salles, dans ces OK, donc les Ouais, collègues. ouais. Est-ce que vous êtes accompagnés, je sais pas, alors, nous, on a un peu l'habitude de des analyses de la pratique, Mmh. pour, voilà, c'est des espaces qui permettent de débriefer un petit peu, de situations, Mmh. soit individuelles ou collectives, mais ou alors pour aller plus loin, s'il y a vraiment un incident, des cellules psychologiques Ouais. avec des psychologues et cetera. Est-ce que ça, vous, c'est saisissable à un moment donné, s'il y a une forme de saturation émotionnelle ou un gros incident qui fait Mmh. que vous êtes, échaudés, mis à mal? Enfin, voilà. Est-ce que ça, c'est des dispositifs que vous pouvez saisir? Et ben, oui, on a, des psychologues OK, qui interviennent à la maternité pour les patientes, mais qui se rendent aussi disponibles pour nous si on a besoin. OK. Et sur les situations où, qui ont été vraiment difficiles, il y a aussi des réunions, où on revient sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, souvent aussi pour se dire, bah, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ou pas, Mmh. concrètement. Hem, mais ouais, ouais, voilà, je dirais les psychologues, les réunions quand même, mais c'est vrai on fait pas d'analyse de la pratique par contre. Mmh. Ça, j'en ai fait en crèche, mais on le fait pas nous à la maternité. Je pense que ça serait nécessaire, en tout cas, d'avoir un espace un peu, où finalement vous êtes tellement solidaires que, vous êtes un peu portées toutes un peu toutes dans le même bateau et puis hop, on y va mais est-ce qu'à un moment donné, à faire le yo-yo comme tu disais émotionnellement, est-ce qu'il faudrait pas en tout cas une forme d'espace APP ou autre, pour pouvoir revenir sur des situations, en parler, Mmh. débriefer, Ah bah, moi, je peux
que te dire oui. Parce que je me rappelle qu'en crèche, j'adorais ça, pouvoir évoquer des situations, dire: «Bah, voilà comment je me suis sentie et voilà ce qui me reste de ça». Parce qu'en fait, c'est surtout, une fois qu'on rentre chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ramène du travail Mmh. et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, bien sûr, c'est Heu, ça. c'est surtout ça qui est pas évident. C'est Tu disais que tu faisais des nuits mmh, aussi, quand tu sors d'une nuit de garde qui a été délicate, où ton yo-yo a été un peu plus loin dans un sens et ouais. dans un autre, comment tu arrives à t'endormir, pour attaquer la nuit suivante? Du coup, à t'endormir à 8-9 heures du matin, Ouais. pour attaquer la nuit suivante, sans trop, ressasser? C'est quoi tes tips à toi? Et ben, j'ai pas tant de tips que ça. Ouais, quand je rentre souvent, je suis tellement enfin, quand c'est des gardes très chargées, soit, par la quantité de travail, soit, émotionnellement, souvent je sors, je suis, vidée. Donc j'ai qu'une envie, c'est aller me mettre dans mon lit et m'endormir. Hem, mais parfois j'ai besoin de, des fois 1 heure ou 2. Je me couche pas avant 9 ou 10 heures parce que j'ai besoin de faire autre chose. Ouais, OK. Donc je vais prendre le temps de boire un thé, de petit déjeuner, de prendre une douche. Alors des fois, c'est là où je vis des failles, temporelles parce que j'ai l'impression que j'ai passé 5 minutes et je sors, ça fait une demi heure que je suis sous la douche. Hem, souvent c'est la douche parce que je me rends compte que quand je me lave après une garde, c'est pas seulement je me lave physiquement, c'est je me lave de ma journée. Ouais. J'ai vraiment l'impression que je ouais, c'est Émotionnellement, tu fais un fini. reset, Voilà, quoi. c'est ça. C'est un temps de décompression assez important. Heu et puis après, ça dépend aussi des périodes, hein, parce qu'il y a des fois, on ne sait pas pourquoi. Il y a des périodes où les gardes vont s'enchaîner et vont être compliquées et quand on a 1, 2, 3, 4 qui sont difficiles, là, le sommeil, ça devient plus compliqué. Mmh. Souvent, je m'endors assez facilement, mais je me réveille, peut-être une heure ou 2 après, donc c'est pas du tout suffisant pour enchaîner Non? avec Une une deuxième journée? nuit. Non, non, c'est pas assez en fait. Là, parce que du coup sur tes gardes de nuit, Mmh. pour qu'on imagine un petit peu, tu vas pas dormir dans une chambre et tu es appelé, où ça c'est possible? Alors ça, c'est les médecins. Les D'accord, internes et les médecins, ça se passe comme ça, ils marchent par garde de 24 heures. OK. Donc en fait, ils font leur journée, la nuit, ils ont une chambre, dès qu'ils peuvent, ils vont se reposer Mmh et mh. ils partent le lendemain matin. Nous, on fonctionne en 12 heures. Donc en gros, la journée, on fait 7h, 19h. Mmh. Enfin, avec les temps de transmission, on va dire que ça fait du 7h, 19h30 OK, et la nuit, du coup, 19h, 7h30 le matin. OK. Et Ouais. pour le coup, la nuit, on dort pas Non, du tout. bah, non. Du coup, tu as pas ni le temps, ni la dispo d'aller te dire: «Allez, je vais faire une sieste de 2 heures». Non. Alors non, ça peut arriver qu'on puisse se poser un petit peu, mais enfin, on dort pas, quoi. Ouais, Enfin, oui, on c'est-à-dire ferme un peu s'asseoir, les yeux, juste mais on est s'asseoir, toujours en ouais, alerte. On bien entend ce sûr. qui se passe, non, on peut pas vraiment dormir. Mmh. Encore moins au bloc. Tu m'étonnes. Et bah, du coup, justement, on n'a pas parlé de ton troisième service, Oui, qui du coup sont les grossesses ouais. pathologiques du coup. Si je me trompe pas, et ben, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et ben, là, dans ce service, normalement, le projet actuel, c'est qu'il n'y ait plus d'auxiliaires de puériculture qui aillent, puisque c'est surtout du travail d'aide-soignante. OK, Comme les Comme les patientes sont hospitalisées pendant la grossesse, c'est vrai que fondamentalement, il y a pas de bébé, on n'est pas censé y être. OK. Vous, vraiment votre étiquette, c'est le bébé? C'est ça, OK, voilà. pour que tout le monde soit au clair. OK. Hem, Malgré tout, c'est un service que j'aime bien parce que souvent les patientes qui viennent pour des menaces d'accouchement prématuré, Mmh. des ruptures de la poche des os prématurées, des grossesses compliquées, bah, elles restent quand même longtemps et du coup, bah, on n'a pas du tout la même relation avec les patientes parce que là, on peut les voir sur 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on a des fois des hospitalisations très longues et du coup, il y a vraiment une relation de confiance qui s'installe et on est contente de retrouver les patientes, de voir l'évolution depuis la dernière garde, comment ça va pour elles, on on crée un autre type de lien. Mmh. Ouais, c'est clair. Bah, dès que tu as un peu plus de temps, Ouais. et de récurrence dans les visites et Mmh. l'accompagnement, c'est sûr que ça change un petit peu. Ça peut aller de le minimum, j'imagine quelques heures de Oui, passage, dans ce service, à ouais. combien de temps au maximum?
Ben, je saurais pas dire quel est le temps le plus important qu'il y a eu d'hospitalisation dans ce service, mais quand j'y étais la dernière fois, ma dernière rotation, il y a une patiente qu'on a eue quand même pendant 1 mois et demi. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, OK. Ouais, Ouais, 1 mois et donc demi d'hospice, mmh, elle a le temps d'angoisser, elle a le temps voilà, c'est de ça. ouais. Donc là, pour le coup, notre rôle à cet étage-là, c'est vraiment, bah, c'est encore du cocooning, mais c'est vraiment hem, par exemple, il y a des patientes qui, du coup, sont tellement stressées ou tellement contrariées d'être là qu'en gros, elles sont devant la télé toute la journée et elles tournent en rond. Donc des fois, bah, en discutant: «Bah, tiens, est-ce que là, j'ai vu une patiente qui s'est mise au tricot, elle adore, est-ce que ça vous dirait? Tiens, j'ai une autre patiente qui a acheté des livres de coloriage. Ah tiens, il y en a une autre, qui fait ça». Et des fois, elles se découvrent des petites passions comme ça pendant le des fois, on parle lecture aussi. Moi qui Ouais. lis beaucoup, quand il y a une patiente avec un livre, souvent, c'est le sujet principal de conversation. Donc l'idée, c'est d'arriver à ouvrir des petites portes, on va dire sur des choses un peu plus sympathiques et légères Mmh. que le stress de, bah, à tout moment, demain, je vais accoucher, mes bébés sont trop petits, enfin voilà, des choses comme ça. Et du contexte hôpital Ouais. qui, se veut être un lieu, rassurant Mmh. puisque médicalisé, mais aussi angoissant, pour certaines Ouais. personnes qui, ben: «Je suis quand même à l'hôpital, je suis pas chez moi, quoi». Ouais, bah, c'est ça, hein. OK. Quel service tu préfères? C'est obligé que je te pose cette question parce que tu as décrit 3 services et que je veux savoir quel Ouais. service tu Franchement, ils sont tellement différents, c'est c'est vrai, pour vraiment le coup, dur de répondre. c'est le grand écart. Enfin, voilà, tu as pas la même intensité Ouais. partout, tu as pas les mêmes profils de personnes partout, tu as pas Bah, ouais, c'est les mêmes ça. collègues partout, les mêmes ambiances, les mêmes enjeux, les Mmh. mêmes missions. Je sais. Hem, mais en plus, c'est difficile pour moi de répondre parce que j'apprécie justement la rotation. Ah oui, donc c'est Le fait de important pour toi de tourner tourner? Ouais, voilà. Le Ouais. fait de tourner, tous les 6 mois dans les différents services, ça me permet de pas avoir de perte de connaissances déjà. Parce que quand on fait Eh pas oui. de bloc pendant 1 an, beh, quand on y retourne, il faut quand même se remettre dedans, Mmh. dans les bons réflexes, le où est le matériel, Ouais, tout bien ça. sûr. Donc j'apprécie vraiment la rotation pour ça. En fait, j'ai pas le temps de me lasser. Je suis dans un service, voilà, j'y suis 6 mois, 7 mois et après je change. Ah ouais, non, préféré, c'est franchement, c'est difficile de répondre à cette question. OK. Bon, non, en tout cas, ce qu'on entend, c'est que t'aimes ton métier, Clairement. ça fait 5 ans, Mmh. tu pas usé émotionnellement, Ça va. ça va, ouais. Ouais, quand même. Qu'est-ce que tu préfères alors dans ton métier, de façon globale sur ces 3 services? Et ben, qu'est-ce que je pourrais dire? Je je crois que ce que je préfère, alors, je fais un parallèle un peu bizarre avec une gare. Parce qu'en fait, ce que j'aime quand je voyage en train, c'est que j'observe les gens et je me dis: «Mais c'est fou, on croise plein de gens, on sait rien de leur vie, Mmh. on sait pas ce qu'ils traversent, on sait pas ce qu'ils vivent». Et ben, j'ai l'impression de faire un peu ça à la maternité parce qu'en fait, je me souviens d'ailleurs que j'avais fait un post Instagram à ce sujet, comme quoi on sait pas ce qu'il y a derrière la porte, on sait pas qui on va rencontrer, Mmh. on sait pas comment ça va se passer, on sait pas ce que porte la personne. Et je crois que ça, c'est une des choses que j'aime le plus, c'est que, il y a des histoires, en fait. Il y a des histoires de personnes. Moi aussi, je porte ma propre histoire et en fait, voilà, on découvre des gens, on découvre, des sensibilités, on découvre, des intelligences différentes et je même si, voilà, je suis la soignante et que du coup les patientes me mettent en position de sachante parce que j'apporte l'information, je trouve qu'il y a quand même un échange qui est assez riche. Franchement, j'ai des patientes qui m'apportent aussi beaucoup parce qu'elles font preuve, de courage, de résilience, et elles le voient même pas des fois. Faut leur rappeler en plus, mais c'est un métier que j'aime beaucoup pour ça. C'est pour, je pense vraiment le relationnel et le côté humain. La rencontre de l'autre, La quoi. rencontre, ouais, clairement. Ouais, C'est c'est trop ça. beau ce que tu as dit. OK. Bah oui, non, mais c'est vrai. C'est un peu, en langage un peu travail social pur et dur, on dit que on fait de l'aller vers, on va à la rencontre, de l'autre pour essayer un peu de faire un état des lieux, de décortiquer certaines choses. Ben, en fait, toi, ce qui est fou, c'est que depuis tout à l'heure, je me dis: «Tu as à le faire», mais dans un laps de temps qui est
hyper timé, Mmh. que ce soit médicalement par la santé de la maman, du bébé, et cetera, mais aussi par le temps institutionnel qui est donné à la présence, à l'hôpital, en fait, Mmh. où tu sais qu'il y a un début, une fin. C'est ça qui est, chapeau, parce que Ouais. faire tout ça dans ce rythme-là et ce laps de temps-là, c'est quand même, ben, pas évident. Mmh. Pas évident parce que, s tu as de fait des qualités d'observation et d'écoute qui doivent se décupler, en fait, et pas juste, «Ah bah, elle m'a dit que ça allait pas trop, mais bon, bah, je suis pas allée creuser de toute façon», Ouais. bah, non, en fait, parce que chaque heure est importante. Mmh. Qu'est-ce qui, avec quoi, et peut-être ma question elle va paraître bateau parce que pour certains ils vont dire: «Mais c'est sûr, c'est ça». Heu, mais je vous rappelle qu'elle a pas choisi ces 3 services, donc on est plein de surprises. Heu, non, mais avec quoi, tu es le moins à l'aise dans ton travail? Évidemment qu'il y a des évidences, hem, que peut-être tu vas dire, et le redire, c'est très important, mais peut-être qu'il y a des choses où, moi, en tant que personne extérieure, j'imagine pas, en fait, des choses qui peuvent être compliquées, Qu'est-ce qui peut être compliqué? ou en tout cas qui te mettent pas très à l'aise, ou tu te dis: «Ouais, là, j'ai besoin d'une douche d'1 heure et pas de 5 Ben, minutes en rentrant». c'est pas des situations qui me mettent mal à l'aise. En fait, je pense à des situations qui me vident émotionnellement quand tu dis ça. OK. Hem, j'ai pas en fait, je suis en train de réfléchir, mais là, comme ça, tu vois, j'ai pas d'exemple où je me suis dit: «Oh, je me sens pas bien du tout, ça va pas». Enfin, en tout cas, mal à l'aise, c'est le terme ne Te m'évoque pas parle de pas. situation, ne m'évoque pas de situation. Alors qu'est-ce que t'aimes le moins dans ton métier? Hem, je dirais, le fait que, heu, il m'arrive de sortir de ma journée en pensant que j'ai fait du mauvais travail parce que j'ai pas eu assez de temps pour les patientes. Ça me contrarie beaucoup. J'imagine. Heu, J'imagine à quel point on se dit que oui, c'est précieux cette rencontre, mmh, et là j'ai pas eu le temps d'y retourner, et là ouais, j'ai oublié de lui dire ça, ouais, et là OK. parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de patientes, il y a beaucoup de situations et parfois je sens bien que, voilà, je sors de ma journée en me disant, «Ouais, j'ai bien vu que telle patiente, elle allait pas, il y avait quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de creuser», voilà, de rester un peu sur ma faim en me disant, je suis pas allée jusqu'au bout et ouais, sortir contrariée, quoi. Est-ce que tu as une situation, ça c'est une question que je pose dans les autres épisodes, mais une situation, qui t'a plus marqué que les autres? Bah, ouais, il y en a même plusieurs. Hem, il y en a une à laquelle je pense tout de suite, bon, tu sais laquelle. Hem, j'avais pas prévu de Oh pleurer. bah non! C'était pas dans l'idée. Ouais, bah voilà, on parlait de vide émotionnel, on est là-dedans. Non, il y a des situations pas faciles, hein. Heu, mais tu vois, voilà, du coup, ça reflète bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on sort quand même pas indemne, Mmh. de certaines situations. Et de la relation humaine, en fait, au Et global. oui. Parce que du coup, dans ton métier, dans ton quotidien, on disait tout à l'heure, que très rapidement tu dois, créer du lien, observer, et Mmh. cetera. Mais, finalement, dans ton quotidien, tu dois t'engager Mmh mh. énormément avec les personnes, en fait. Et Ouais, c'est ça ça. demande Mmh. un engagement, de tous les jours, et Mmh. avec des personnes qui changent tous les jours. Mmh mh. Donc ouais, effectivement, Et beh, oui, oui. ça touche, ça C'est très touche à un moment prenant. donné. Ouais. Mais oui, non, là, en fait, les 2 situations auxquelles je pense, ça s'est pas du tout passé de la même manière, mais il y a eu un sentiment, en fait, c'est des accouchements qui ont dû se faire dans l'urgence.
avec, des bébés prématurés et qui sont nés vivants mais puis décédés. OK. Heu et du coup là, le rôle de l'auxiliaire, il est, aussi conséquent parce que, j'ai je me suis occupée avec l'équipe, de médecins, d'internes, de la réanimation de ces bébés. OK. Donc on est avec eux, voilà, on peut pratiquer le massage cardiaque, enfin voilà. Heu et une fois que le bébé est décédé, ben, c'est l'auxiliaire, qui s'occupe du bébé, qui lui fait sa toilette, et qui le présente aux parents. Alors avec la sage-femme très souvent, heu, le dernier bébé dont je me suis occupée comme ça, il y a même la pédiatre qui a demandé à m'accompagner pour qu'on y aille ensemble. Donc c'est forcément des situations qui me touchent parce que, heu il y a un moment donné cet espoir où, le bébé va tenir et il va se passer quelque chose. Donc, il y a le stress de, faut avoir les bons gestes, faut réagir vite et correctement. Heu et puis après, il y a la descente émotionnelle de, bah, on a tout essayé mais, là on peut plus rien et il va falloir, se retrouver face au chagrin des parents, quoi. Mmh. Donc, ça c'est une partie du travail souvent qu'on soupçonne pas, je pense. Ouais, je pense effectivement Ouais, que ouais. c'est un peu, la partie invisible de Mmh. votre travail, qui est hyper dure. Tu annonces le pire. Ouais. Enfin, dans la situation dans laquelle les personnes sont, tu annonces le pire Mmh mh. et ça, personne t'apprend à le faire. Non. Ah bah ça, on l'apprend pas du tout en formation. Enfin, c'est une fois qu'on est dedans qu'on apprend. Que tu apprends à essayer d'avoir des mots Mmh. parce que bons, ils sont jamais Ouais. forcément bons. En tout cas, de pas rajouter en tout cas, de la peine par des maladresses, mais en même temps dans une situation comme ça, quels sont les bons mots? Qu'est-ce Mmh. qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? Mmh. Est-ce qu'il faut dire quelque chose? Mmh. En fait, c'est, OK. Ben, Ouais. merci de nous Mmh. avoir livré, voilà, ce qui est le plus difficile et puis les situations les plus marquantes. Mmh. Ouais, parce que ça fait partie entièrement ben, quotidien, en tout cas, on espère, Mmh. assez espacé, mais en tout cas, des choses que tu traverses. Mais, ce qui est assez paradoxal, je trouve, c'est que dans ces situations, même si c'est dramatique et qu'il y a énormément de chagrin, là aussi, il y a un truc qui se crée dans la relation avec les parents et il y a eu des fois vraiment des beaux moments dans ces moments-là parce que, parce qu'on est la personne aussi en qui ils ont confiance pour s'occuper de leur bébé avant de le ramener. Mmh. Donc, on a un il y a c'est pas anodin. Ouais, bien sûr. C'est pas anodin et je sais que enfin, là aussi, ce qui est important pour moi, c'est de prendre soin de ces bébés comme un autre bébé. Donc c'est vrai que quand je m'en occupe, je leur parle, je leur explique, heu, je leur dis. Je leur Mmh. dis ce que je fais, ouais. Tu considères Mmh. ce bébé, Mmh. heu et tu le fais exister Mmh. et ça, j'imagine que pour les parents, qui vivent cette épreuve, terrible de la vie, c'est, finalement ce qui leur reste, en Mmh. fait et ce qui est, très, très important, heu, toujours dans ce de ce laps de Ouais. temps, mais ouais, Mmh. qui est terrible, j'ai envie de dire, parce que c'est trop court. Mmh. En fait, est-ce que ça doit être plus long? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est hyper condensé pour tout le monde, en fait. Mmh. Heu, Tout à l'heure, tu disais que, tu pouvais ressortir de tes journées pas satisfaite. Ouais. Heu, Est-ce que tu dirais que tu as les conditions de travail nécessaires pour que ça ne soit pas récurrent? Hem, Elle est intéressante cette question. Je dirais que les conditions sont pas toujours favorables, mais du coup pas de notre fait parce que ce qui se passe, au niveau, gouvernemental, c'est qu'en fait, il y a plein de petites maternités qui ferment Mmh. dans plein de départements, qui créent des déserts, médicaux et qui font que maintenant on a des patientes qui viennent de plus en plus loin
Tu peux dire un peu, pour qu'on se représente, le trajet, le nombre d'heures qu'elles doivent faire avant d'accéder à une maternité? Alors ça dépend où elles sont. En tout cas pour la Côte d'Or, enfin, on a même des patientes qui viennent de plus loin. On a des patientes qui viennent de De la Nevers, Haute-Marne? qui viennent de la Mmh. Haute-Marne, qui viennent, oui, oui. Mmh. Oui, oui, on a des patientes qui viennent de beaucoup plus loin parce que, ben, comme les quelques maternités qui restent autour sont des petites maternités, nous, c'est un niveau 3, donc ça veut dire qu'on est en capacité d'accueillir, tout. Voilà, tout. Donc du coup, elles viennent chez nous. Ouais, bah, oui. Donc ça fait plus de monde, Mmh. sachant qu'il y a aussi maintenant, l'Institut de la fertilité qui a été refait, qui du coup amène aussi plus de patientes qui du coup veulent continuer leur suivi au même endroit. Bien sûr, elles ont été Donc suivies avant, elles veulent accoucher dans un ouais, établissement où elles se sentent en confiance. ouais, ouais. C'est normal. Donc en fait, ce qui est pas facile, c'est le nombre. Donc je pense que c'est ça. C'est Ouais. l'affluence, c'est comment je dirais? Le mouvement quoi, Mmh. enfin Ouais, bien sûr. Bah, hem, j'avais retrouvé ma question de tout à l'heure. C'était par rapport à ça, justement. Est-ce que pour qu'on se représente, à peu près, en tout cas dans une fourchette, combien de patientes tu vois sur 12 heures en bloc de naissance? alors au bloc, hem, normalement, heu, un binôme n'est pas censé enfin on est censé avoir maximum 3 patientes par binôme OK. Par et 12 on heures? est par 12 heures, enfin non pas par 12 heures, Ah, par en même temps. Donc en fait, on peut OK. avoir 3 patientes au début, après 2, une troisième qui arrive, après une, enfin Ah voilà. oui, OK. Pas Donc 3 accouchements, pas plus de 3 accouchements en même temps? ouais, pas plus de 3 en espérant qu'elles accouchent pas les 3 en même temps, mais Oui, OK. pas plus de 3 patientes, hem, ouais, à charge. OK. Heu, mais du coup, suffit que quand tu arrives, il y ait une patiente qui accouche dans l'heure, du coup après elle remonte, tu en as accueilli déjà une autre, une deuxième, une troisième. Enfin, en fait dans le bloc c'est pareil, il peut y avoir, beaucoup de mouvements, on a déjà fait des gardes de 12 heures, où on a fait, 11 accouchements. Donc ben 11 accouchements et elle me dit: «On fait le yo-yo». Oui, bah, tu m'étonnes. donc en fait, c'est là aussi que c'est très important de travailler en équipe parce que il suffit que toi, sur un Ouais, des accouchements, il y bah, ait une oui. situation un peu compliquée. Du coup, tes collègues vont prendre le relais pour faire, entre guillemets, «les petites mains» sur les choses plus logistiques Ouais. qu'il y a à faire. Hem, donc en fait, ouais, c'est tout donc en fait, on n'arrête pas parce que même si c'est pas nos patientes qui accouchent, bah, on est en soutien pour les collègues, s'il se passe quoi que ce soit, il faut qu'on soit alerte, il faut que Bien sûr. mais oui, oui, oui. Là, une de mes dernières nuits avant mon changement de service, là, du mois de janvier, on a fait en fait, précisément, on a fait 10 accouchements, mais il y avait des jumeaux, donc on a vu 11 bébés. Mmh. Eh, ça compte quand même, parce qu'ils étaient bien là les 11. OK, et quand tu es en suite de naissance? Et ben, en suite de naissance, on a en moyenne, 11 chambres. OK. Donc ça fait 11 11 patientes chambres et à potentiellement t'occuper. plus de bébés s'il y a des Ouais. jumeaux. Mais on est responsable, en moyenne, D'accompagner ouais, 11 personnes ouais. par, jour, Mmh, enfin 12 heures. mmh. C'est aussi des oui, Ouais, c'est c'est en aussi 12 heures aussi. Mmh. des ouais, OK. Bon, ben, Donc bon, ben, voilà, voilà, on fait hein? ce qu'on peut. Tu m'étonnes. Et en grossesse patho, est-ce que c'est à peu près équivalent? Et alors, j'ai plus le nombre en tête parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas allée dans le service, mais le service est pas du tout, aménagé de la même façon et par rapport il y a 36 lits en suite de naissance et je ne sais plus le nombre en grossesse pathologique qui sont un peu moins parce qu'il y a un couloir en moins. OK. Mais bon, là, du coup, du coup, on est aussi moins nombreuses et du coup, ben, quand c'est rempli, ça fait vite aussi beaucoup de travail. Ouais, c'est sûr. Bah, ouais. Mais on est chacune responsable d'un couloir, donc je pense que ça fait à peu près oui, ça doit faire 11 ou 12 chambres, sachant qu'il y a des chambres, doubles aussi. Donc voilà. Voilà, donc on pourrait dire que tu t'ennuies pas. Non. C'est pas l'ennui ne Ah non, définit pas ton tout travail. à fait. Très bien. Hem,
Qu'est-ce que tu dirais, à une personne, qui aimerait faire la même chose que toi? De bien s'accrocher. Non, je dirais que en fait, je dirais que le principal pour moi, c'est l'empathie. Parce que enfin, pour moi en tout cas, j'ai du mal à me dire qu'on puisse accompagner des humains Mmh. dans un contexte aussi particulier que la période de l'accouchement sans empathie. Parce que voilà, je pense qu'il en faut vraiment. Oui, Hem, je crois. C'est le moment où en tout cas ils ont besoin d'en recevoir. c'est ça. Mmh. Je pense qu'il faut beaucoup d'adaptabilité aussi, parce qu'on a des postes très polyvalents, il faut vraiment avoir beaucoup de choses en tête. Mmh mh. Hem, ouais, je pense que ça, c'est pas mal déjà. Empathie et adaptation, ça me paraît vraiment bien pour définir nos boulots. Sachant qu'en tant qu'auxiliaire, ce qui est pas évident, c'est que, selon comment se passent les stages pendant la formation, pour beaucoup et moi j'en fais partie, on sort de formation sans jamais avoir fait de bloc d'accouchement. Donc moi j'ai entièrement découvert le bloc, Quand tu as pris ton là, poste? ouais. Waouh! Du coup ça demande d'appréhender énormément d'informations, heu, parce qu'on découvre tout de A à Z. Il y a plein de notions qu'on n'a pas. Ce que les sages-femmes, elles, ne vivent pas puisque, pendant leurs nombreuses années de formation, il y a une très grosse partie de leur stage qui se fait en salle. Donc en fait, elles découvrent pas en sortant de formation, c'est le cœur de leur métier. Ouais, elles vont découvrir un nouveau lieu à la C'est ça, limite, mais en avec de tout cas nouveaux les pratiques, protocoles, avec oui, voilà, restent les mêmes, quoi. c'est ça. Donc ça, je pense que ça rajoute une difficulté pour Mmh. les auxiliaires et ça rajoute aussi beaucoup d'inquiétude sur, bah, est-ce qu'on va aimer? Parce que c'est un service d'urgence et que tout le monde ne peut ne pas Mmh. apprécier ou se sentir en difficulté ou ne pas gérer le stress ou voilà. Bien sûr. Est-ce que tu as été, particulièrement un peu formée quand tu es arrivée ou en tout cas en triplure de ce binôme, sage-femme, auxiliaire? Est-ce que tu prends un peu le temps de prendre tes marques ou tu es balancée, Ben, j'ai eu quelques gardes, j'ai eu une première garde tutorée où là, on est vraiment en dehors des effectifs D'accord. et j'ai une auxiliaire, une collègue référente qui, passe, sa journée vraiment à me montrer les locaux, où est le matériel, à me donner les informations de base, hem et puis après, c'est des journées où on est doublé. Donc là, par contre, on est dans l'effectif, Mmh. on se rajoute à une auxiliaire qui a son poste et on la suit en fait, sur les gardes, pour voir, bah, comment ça se passe, ce qu'on a à faire, et cetera. Donc c'est beaucoup d'informations en peu de temps Ah aussi, hein. ouais, j'imagine. Mmh. Tu te prends un bus d'information. Ah bah, le soir, tu as mal à la tête, hein. Tu m'étonnes, puis il y a quand même une petite pression parce que c'est Oui, pas l'enjeu, la mission, c'est pas rien ouais, de bien faire donc j'imagine que ça met un petit peu de stress ouais, quand c'est même. ça. Hem, Dans ton autre facette dont tu nous as parlé, tout à l'heure, tu as un compte Instagram qui s'appelle La Douceur, où du coup tu, fais des posts Mmh. Instagram, avec une mine d'informations pour les parents, heu, les non-parents, enfin vraiment tu abordes, un tas de sujets, diversifiés. Est-ce que dans ces échanges que tu as, avec les personnes qui, voilà, j'imagine commentent tes posts ou viennent te parler un peu en privé, Mmh. tu as l'impression d'avoir un peu cet autre volet accompagnement, en tout cas que tu peux décliner par l'information? Ah bah, complètement. Ouais. Ah oui, oui, parce que, hem, bah, en fait, ça fait vraiment une continuité parce que je me rends compte que, j'ai des mamans qui vont me contacter plus facilement, enfin qui vont me contacter en fait dans des moments de difficulté ou au milieu de la nuit, enfin j'ai souvent des messages la nuit, «J'en peux plus, je dors pas, mon bébé pleure beaucoup, je sais plus quoi faire», et du coup, bah, là alors c'est pas mon travail, hein, d'intervenir Oui. sur Instagram, C'est ce que j'allais heu préciser, ouais, ouais. tu pas, c'est pas un autre job, t'es Non, pas rémunéré pour ça, tu non, postes, du contenu gratuit et informatif. voilà, c'est ça. Il y a pas de partenariat, il y a pas de voilà, on te demande pas de parler d'une marque de lait, d'un Non, truc, non, non. non, c'est C'est pour le vraiment plaisir, quoi. voilà, du contenu informatif et c'est une mine d'or. Allez-y si vous en avez envie vraiment. Heu
quels sont un peu les sujets que tu peux aborder sur ton compte et quels sont un peu justement ces messages de 4 heures du mat Mmh. des mamans ou pas, un peu en détresse, qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu abordes? Qu'est-ce que Ben, en fait, souvent, ce que je fais le plus, c'est vraiment de juste, d'accueillir ce qu'elles me partagent. mmh Parce qu'encore une fois, je fais aucun diagnostic, je fais rien du tout par message. L'idée, c'est plutôt de dire, je comprends que tu te sentes pas bien, je comprends que ce soit difficile, je comprends que tu passes là un mauvais moment et que tu te dis que c'est pire que tout. L'idée, c'est de voilà, d'offrir déjà une écoute et après l'écoute, l'épaule. En disant, en essayant un peu de détricoter ce qui se passe et permettre à la maman de reprendre confiance en elle, de prendre un temps pour souffler, d'essayer bah, en fait, de la soutenir pour qu'elle démêle sa pelote de laine et qu'elle voit où mh, elle en est et surtout souvent je leur dis, de pas hésiter si elles ont besoin d'aide, de pas rester avec ça et mmh. de je sais que c'est pas facile, hein, parce que selon les situations, il y a des mamans qui sont très, très seules et je dis volontairement maman et pas papa parce que c'est que des mamans qui me contactent. Heu heu, de pas rester seule avec ça et d'essayer de leur donner un peu l'élan de trouver de l'aide, quelque Mmh. part parce que D'appeler le médecin le voilà, lendemain, d'appeler, d'appeler le il y a des pédiatre, assos, il y a ouais. voilà, en tout cas d'essayer de trouver au moins une personne ressource qui puisse un peu plus les aider. Heu, Tu participes à une vraie déconstruction de la maternité? mmh, La petite enfance, ouais, voilà, l'âge, bébé, la place, et aussi après le plus grand âge, parce que tu abordes, voilà, plein de sujets à divers moments de la vie. Mais, pour moi, ton compte, il participe vraiment à déconstruire le fait que certaines choses se passaient comme ça avant mmh, et que maintenant c'est OK de plus adhérer à ça, de vouloir que ça change, d'avoir envie d'autre chose. Enfin, en fait, tu laisses une liberté, bah, d'échange, d'expression sur des sujets où j'ai l'impression en tout cas que, tu dis tout ce qui est OK pour vous est OK pour vous, en fait. mmh, Dans une certaine mesure, bien sûr. mmh, On n'est pas en train de dire que voilà, tu maltraitant avec ton enfant, c'est OK pour toi, c'est OK pour non. moi. Non, mais en tout cas, tu rends un peu cette liberté, aux femmes, on va dire, Mmh, un petit peu comme ça, par, le biais du choix. Vous avez le choix, d'allaiter, de donner un biberon, vous avez le choix de faire du portage, vous avez le choix de mettre votre enfant dans une poussette et mmh, tout ça, c'est OK, en fait. Et parce qu'on se fait, très vite marteler par, plein d'injonctions en disant: «Il faut qu'on fasse ci, il faut mmh, qu'on fasse ça» et cetera. Et avec, du coup, ton contenu qui est hyper, documenté, informatif, avec, des liens vers certaines études que tu peux partager et cetera. En fait, c'est plutôt neutre mmh. et ça laisse les femmes choisir et finalement, c'est peut-être ça qu'on a besoin, en fait. Bah, je suis très contente que tu me dises ça parce que c'est exactement ce que je veux véhiculer. Donc ça me fait très plaisir parce que, bah, tu l'as bien dit, hein, je pense que c'est très important que chacune puisse créer sa maternité et sa parentalité. Mmh, Et que c'est très bien qu'il y ait beaucoup d'informations, que maintenant qu'il y ait des études mmh, sur le développement de l'enfant, comment fonctionne un enfant, comment on l'accompagne. C'est génial. Mais là, voilà, on a mmh, basculé un peu vers, du coup, les parents se mettent une pression mais folle, mmh. pour réussir leur parentalité. Mais du coup, c'est vrai que j'aime bien rappeler que, il y a des choses, de la vie, qui des fois nous roulent un peu dessus et en fait, il faut s'adapter et c'est pas grave si, votre enfant 3 fois d'affilée, il va manger des coquillettes parce qu'en fait, vous avez pas l'énergie pour ça. Mais vous faites des coquillettes, mais du coup, bah, vous vous épargnez une charge supplémentaire et vous êtes peut-être dispo pour autre chose. C'est peut-être des super bonnes coquillettes. Avec, oui, oui, bah, oui, bah, Voilà, oui, bah, donc en oui. fait, c'est des coquillettes, mais elles sont super bonnes, donc c'est pas grave, Bah, oui, en parce fait. qu'en fait, en plus, on se met une pression tout seul parce que je vais donner l'exemple. Hier soir, j'étais avec mes enfants, je les ai récupérés à l'école et j'avais travaillé 2 jours de garde avant et j'étais mais
cuite. J'étais vraiment fatiguée. Rincé et Et du coup, pressé. je me suis dit: «OK, alors là, je vais les récupérer, il faut que je fasse à manger» et ça me fatiguait d'avance et je me suis dit: «Bon OK, c'est pas grave, je vais pas me mettre la pression. Là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de temps de qualité avec mes enfants, parce que, Tu les justement, retrouves j'ai après eu 2 jours voilà, donc j'ai travaillé à fond pendant 2 jours, j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble, que ce soit tout doux et que ce soit chouette». Du coup, je peux te dire qu'ils étaient pas mécontents quand je leur ai dit: «Ça vous dit, on va chercher un truc à manger et on mange devant un petit dessin animé pour après faire du coloriage et faire des petits jeux de société». Bah, ils sont trop contents bah, ouais. et moi j'ai vraiment décidé de me laisser tranquille avec ça et de me dire: «Bah, c'est pas grave, on a mangé un fast-food, un lundi soir, est-ce que c'est problématique?» Bah, non, parce que je sais que le reste du temps je fais gaffe. C'est pas grave, Oui franchement. et c'est ça aussi qu'ils vont se souvenir, les enfants. Bah, ces petits moments un peu suspendus où on fait différemment du Ouais. quotidien et en fait, si le souvenir est cool et si le moment est cool, bah, si voilà, c'est pas tous les Mmh. jours évidemment le Mmh. petit fast-food, mais heu, tout est à prendre avec beaucoup de mesure dans C'est tout ça. et c'est ça que tu véhicules sur ton Mmh. compte. C'est qu'il y a une juste mesure dans tout et qu'elle peut être complètement différente, dans toutes les situations et pour tous les parents, en Mmh. fait. Ouais. Puis je pense ramener, ce que j'ai je pense que tu as remarqué, mais j'aime bien parler aussi d'intérêt, de l'enthousiasme et de la joie et de l'émerveillement dans ce qu'on fait avec nos enfants. Et justement, je pense que quand on fait baisser la pression et qu'on se laisse un peu tranquille, bah, ça donne la place Mmh. à justement, plus de spontanéité. Tu vois, par exemple, enfin, il y a plein d'exemples qui me viennent en tête, mais, une fois, on a fait un pique-nique dans le salon avec les enfants. Parce qu'en fait, il y avait plein de petits restes dans le frigo. Il s'est mis à on voulait pique-niquer, il s'est mis à pleuvoir, donc c'est pas grave, on a tout décalé dans le salon, on a mis, La nappe par la nappe de terre. pique-nique par terre, on a tout mis dans des petits pots, on a mis des petites bougies et c'était trop cool, on a passé une super Ouais. soirée. Des fois, il faut pas grand-chose pour Bah que ouais, ça rende un peu le quotidien un peu festif. c'est ça. Ou, d'inventer des chansons le matin, parce que personne veut s'habiller et Mmh. ils sont de mauvaise humeur et enfin, c'est des petites choses, mais je pense que voilà, remettre un petit peu de joie, un petit peu de simplicité comme ça aide, et les enfants et nous. Oui Mmh. et déculpabiliser tout ça et tu le fais très bien. Merci pour tout ce contenu, en tout cas très très intéressant et puis, ben, heu, un petit peu pour clôturer et Mmh. après je te pose une dernière question, Mmh. mais c'est quand même important, là je me fais le porte-parole, mais toute seule, j'ai consulté personne. Il y a pas eu de réunion, rien. En tout cas, non, voilà, c'était important de souligner tout le respect qu'on a pour votre profession, parce que vous arrivez dans des moments de vie qui, peuvent être, heureux, malheureux, enfin voilà, et vous vous engagez énormément, avec l'humain, donc merci pour ça, c'est Bah, important. merci de le dire. Bah, ouais, parce que ce podcast-là, c'est quand même un peu l'idée de mettre en avant, les invisibles Mmh. et j'ose espérer que tout ce qu'on vient d'aborder, il y a des personnes qui se diront: «Ah ouais, ça se Mmh. passe comme ça? Ah ouais, c'est ça leur boulot aussi». Donc voilà, c'était mon petit enjeu, personnel. Ah bah, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais te laisser la parole sur la dernière question en tout cas, te demander si tu as un message à faire passer. Mmh. Très large. Tu peux, écoute, faire passer un message à n'importe qui, sur n'importe quel sujet, n'importe quel groupe de personnes. Voilà, c'est libre. Waouh, là, tu m'ouvres une grande porte. J'ai envie de dire plein de choses. J'ai envie de dire plein de choses. Bon, déjà, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi aussi, j'ai envie de remercier, mes collègues parce que vraiment, enfin, les soignants en général, bien évidemment, puisque j'en fais partie, mais j'ai la chance de travailler avec des personnes de qualité et j'ai vraiment, plusieurs collègues qui sont super enfin, je dois dire la grande majorité de mes collègues qui vraiment font du bon boulot, quoi. Ouais. Donc voilà, je voulais, si elles m'écoutent, les remercier aussi pour ça. Merci à vous. Et puis un message à faire passer, ah là, il y a trop de choses qui me viennent. OK. Je pense que je vais garder, je crois que j'ai envie de rester sur la notion d'émerveillement et d'enthousiasme. OK. Je crois que j'ai envie de rester là-dessus
en se disant que justement la vie, elle peut tellement nous amener des épreuves, des choses difficiles, à surmonter, que je me dis que les moments où on peut, il faut kiffer, quoi. Il faut aller à fond, il faut pas se priver, de faire des choses des fois qui peuvent paraître complètement loufoques, mais qui nous font du bien, qui nous font plaisir parce que déjà ça nous aide à tenir la route, Mmh. concrètement. Hem Il faut pas se priver de faire plein de projets, d'avoir des idées qui vont dans tous les sens, quitte à faire un tri après, mais faut, je pense, heu, créer des opportunités. Enfin, en tout cas, ne pas se fermer de porte et essayer d'intégrer la joie par des petits bouts, de l'enthousiasme par petits bouts, des émerveillements par petits bouts ou alors par gros bouts quand on va faire des gros projets. Mais en tout cas, je pense que c'est important de se donner les moyens de s'épanouir. Parce que c'est pas facile, pour plein de raisons. Et là, je pourrais attaquer le volet féminisme, mais j'ai plus le temps. Mais en tout cas, voilà, surtout, je pense vraiment aux mamans, parce que bah, c'est le cœur de mon métier et c'est vraiment ce que je défends. Mais il y a une telle pression sociale, il peut y avoir des environnements tellement néfastes pour s'épanouir en tant que maman et en tant que femme, que je pense que c'est vraiment important de prendre soin de soi et de le faire avec cœur et avec joie parce que ben, je pense à ma psy, hein, qui me dit mais on peut pas s'occuper des enfants, on peut pas s'occuper des autres si on s'occupe pas de soi. Donc voilà, Est-ce que tout le monde peut écrire cette phrase au-dessus de son lit, en fait, et se dire qu'après une nuit un peu pourrie avec les enfants ou d'autres moments un peu pourris de la vie, et ben en fait on va faire un truc pour soi bah, c'est ça après, comme et sans un culpabilité. ouais, mais alors ça, Bah, je sais, c'est le c'est nerf de un la guerre. challenge, C'est mais c'est ouais, comme ouais, un téléphone qu'on recharge, en fait. exactement. Si on prend pas le temps de recharger, effectivement. Ouais, c'est ça. Et bon, on restera sur cette belle phrase. Merci beaucoup, Alexia, voilà, de m'avoir livré ton parcours, ton témoignage, que évidemment je connaissais un petit peu depuis, je vais pas dire le nombre d'années parce que là Ça on va commence prendre à un petit faire. coup. Depuis presque 8 ans. Ouais. Voilà, Mmh. donc voilà, je suis très très heureuse d'avoir eu cet échange avec toi et que d'autres personnes y aient accès, en fait. Bah, Voilà. je te remercie. Merci beaucoup. If you think you're alone, you're not the only one. If you think you're alone, you are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible